Ça tourne. À votre santé. Il est très sucré. Il est très fruité aussi. Et il tient pas bien en bouche. Bon. En fait, c'est du jus de raisin. Ah oui. Enfin, bon, ça commence à se voir. Il paraît que dans mon état, je n'ai pas le droit de boire d'alcool. Donc, je me rabats sur du jus de raisin. Mais c'est pas que à cause de ça. C'est que le vin, le vrai vin, pour moi, ça a toujours été quelque chose de compliqué à boire, à consommer. Enfin, les alcools en général, en fait. J'ai toujours été anormale avec l'alcool. Voilà, c'est pas une réunion d'alcooliques anonymes, c'est une réunion de personnes qui ne boivent pas et qui ont du mal à boire, si ça pouvait exister, je ne sais pas, mais j'ai jamais été détendue en buvant de l'alcool parce que mon père, mon papa, a consommé pendant des années. Alors du vin, mais pas que, hein, du Ricard, du whisky. Et moi, quand j'ai grandi, finalement, j'ai appris à boire, mais j'ai toujours eu peur de perdre le contrôle. J'ai toujours eu peur de, je sais pas, de plus être la bonne élève, la gentille jeune fille qu'on m'avait appris à être. Alors j'ai appris à boire parce que dans notre société, quand on ne boit pas, on est un peu en décalage, hein. On n'est pas bien normal, on a un problème. Donc ça m'a pris du temps parce que la première fois que j'ai vraiment bu de l'alcool, j'avais à peu près 19-20 ans. Quand je dis ça avec une assemblée de jeunes, en général, ils se moquent de moi. Hein, parce que la moyenne d'âge de la première fois avec l'alcool, c'est 13 ans. 20 ans, ça commence à faire tard. Et j'ai appris à boire avec des copines à la fac. En fait, on allait dans des pubs, des boîtes... Et on me commandait à boire. Alors bon, moi j'aimais pas trop ça, mais je me sentais obligée. Donc je commandais, vous savez, les alcools de filles, des trucs là, Malibu, vodka, mais qu'on noie avec beaucoup de jus de fruits. Comme ça, on est sûr qu'on sent pas trop le goût de l'alcool. C'est bien sucré. Donc je buvais des machins comme ça et j'en buvais pas trop. Alors à la fin, les copines, elles terminaient compète, et puis moi je m'ennuyais. Bon. Et un peu plus tard, je me souviens qu'une fois, la première fois, j'ai commandé toute seule un verre dans un bar. J'avais à peu près 22-23. Et là, j'étais à Madrid, en stage, à grande liberté d'étudiante. Il y avait un beau garçon qui m'avait invité à boire des verres dans un bar le soir, comme ça. Et en fait, il est arrivé en retard, donc entre-temps, on m'a demandé ce que je voulais. Je me suis sentie aussi obligée de commencer sans lui. Sauf que au bout du deuxième Malibu Ananas, j'étais déjà complètement penchée, hein, comme on dit. Donc il ne s'est rien passé. Voilà. Ah si, il faut aussi que je vous dise. Une autre première fois, ça a été la première cuite. 33 ans. Ah, ça m'a pris du temps, c'est pas évident. Et le problème, en fait, c'est que c'était la veille d'une fois où j'ai joué ma conférence gesticulée. Donc je suis venue jouer ma conf sur l'alcool avec une gueule de bois, c'est pas possible. C'était dur, c'est pas faire. Hein. Les gesticulants dans la salle, je déconseille fortement. Bon voilà,
troisième expérience. Tout ça pour vous dire qu'effectivement, je me sens anormale avec l'alcool. Et puis, en fait, vers mes 33 ans, j'ai fait un peu un bilan de ma vie. Vous savez, 33 ans, c'est l'âge de la résurrection. Donc, ben voilà, j'ai fait un petit bilan. Comme ça, j'ai essayé de comprendre où j'en étais. Je me suis dit, écoute, Pauline, finalement, il n'y a pas que l'alcool où tu n'es pas normale. Hein. Bon, tu as un emploi, mais tu n'as pas de CDI, tu n'as pas de voiture, encore moins de monospace, tu n'as pas de télé, tu n'as pas de chien, tu n'as pas d'enfant non plus. Bon. Alors, je me suis dit, peut-être faudrait rentrer un peu plus dans la norme quand même. Et je me suis dit, bah, finalement, je vais essayer de comprendre déjà mon problème avec l'alcool. Donc j'ai écrit une conf gesticulée, parce que c'est super simple à faire. Ça m'a pris quelques mois. Non mais alors, je dis tout ça, mais en fait, je sais super bien faire la fille normale. Hein. Enfin... Ça, c'est mon sourire médiatrice. Ce que je vous ai pas dit, mais dans la vraie vie, enfin mon vrai métier, au point de départ, c'est médiatrice culturelle et scientifique. Ça claque. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que en fait, c'est un métier complètement inconnu, quasi. J'aide des chercheurs, la plupart du temps, à venir parler à des gens un peu bêtes. Enfin, comme vous et moi. Ceux qui ne savent pas, a priori. Non, enfin, c'est une boutade. C'est plutôt de la transmission de savoir. J'accompagne les gens qui ont plein de savoir et dont c'est le métier à essayer de les diffuser, de les vulgariser. Et puis aujourd'hui, bah, ce qui m'intéresse plutôt, c'est aussi de croiser les savoirs, parce que je crois qu'on en a tous et qu'on n'a pas besoin toujours de se référer qu'aux experts. Donc ça, je me dis un peu, voilà, rapidement. Mais donc pour faire ce métier, bah, je fais des événementiels, des rencontres, tout ça. Et faites gaffe, hein, je peux faire ça tout l'après-midi. Si bah, c'est pas du tout mon but. Hein. Mon but cet après-midi, c'est plutôt d'être sincère avec vous. Et puis, bah, comme je vous disais, de vous dire, vous raconter ce qu'il y a derrière mon verre de vin, pseudo-vin aujourd'hui. Je vais vous raconter ce que j'ai découvert en écrivant cette conf gesticulée et pourquoi je l'ai écrite, bien pour comprendre mon père notamment et tant d'autres gens. Donc on va faire ça, mais on va le faire à la française, de manière conviviale. Parce qu'en France, on a une particularité parmi d'autres, paraît-il. On mange pas comme tout le monde. On mange un repas gastronomique à la française qui a été classé au patrimoine mondial par l'UNESCO. Ça veut dire que déjà, on s'attable tous ensemble, on mange, alors il y a l'apéritif, hein, une entrée, ensuite plat, fromage, dessert, puis tout ça bien arrosé, et tout ça est convivial. Si ça l'est pas, posez-vous des questions chez vous. Donc, je vous ai concocté un petit menu, et j'espère qu'on va pouvoir se régaler. Alors, évidemment, c'est un peu tard dans l'après-midi, là. Pauline, il y a un petit Larsen sur le micro, qui est assez dur, ça siffle et voilà. C'est désolé. Non, tu fais bien de le dire. C'est mieux comme ça? C'est mieux. Vous m'entendez bien? Parce que sinon, je vais... Alors, après cet apéritif, hein, on va passer à l'entrée, une assiette composée de dénis. Bon appétit. Quand j'étais petite, mon papa, c'était un papa comme les autres. Enfin, c'était un papa comme on aimerait, je crois, en avoir. Il m'emmenait en forêt, on allait faire des grandes balades et il m'apprenait la nature, les plantes. Et puis quand on rentrait, souvent, le dimanche, comme ça, de balade, on faisait des gâteaux. Parce que mon papa, il était pâtissier-traiteur à ce moment-là. Et donc, j'apprenais à faire de la pâtisserie avec lui. Et le soir, eh bien, il me racontait des histoires de Jeannot Lapin qu'il inventait tout seul dans sa tête, en direct, pour m'endormir. Alors c'était plutôt un chouette papa, comme ça. Et puis les années ont passé, et il a changé de métier. Il s'est reconverti, il est devenu consultant en ressources humaines.
Alors pour ça, il a enfilé le costard, la cravate. Et puis déjà quand il était pâtissier-traiteur, on ne le voyait pas beaucoup. Mais là, on ne le voyait pas non plus beaucoup parce qu'il était souvent sur la route, en intervention, en entreprise, tout ça. Et puis je me souviens que quand il rentrait le soir, souvent tard, il était fatigué, il dénouait la cravate, il posait la veste et puis il allait dans le salon, il y avait un grand panier à alcool qu'il ouvrait. Il prenait toujours la même bouteille de pastis Pernod Ricard. Il se servait dans un grand verre une dose. Ensuite, il allait dans la cuisine et il mettait plein de glaçons. J'entends encore le cliquetis des glaçons dans le verre. Et il noyait ça dans l'eau. Et il sirotait. Puis avec le temps, ça a été un deuxième pastis et un troisième. Et à table, parce que nous, voilà, famille française, moyenne, il y avait du vin de table normal, quoi, la boisson des repas. Et donc il buvait un verre, souvent un deuxième, un troisième, trois quarts de bouteille. Et après, devant la télé, c'était un whisky, pour se détendre encore, puis un deuxième. Alors moi, je n'ai pas compris tout de suite. En fait, je ne savais pas comment ça se passait ailleurs, et puis surtout, on n'en parlait pas. Enfin, de temps en temps, dans la famille, ça fuitait quand même. Xavier, il boit un peu trop, voilà. Il lève un peu trop le coude. Mais c'est tabou, hein. On n'en parle pas dehors. Alors moi, plus tard, effectivement, j'ai essayé de comprendre. Et comme j'étais déjà dans ces habitudes d'aller chercher du savoir, je suis allée chercher, comme d'habitude dans mon travail, auprès des experts. Et je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle « Tabac et alcool, poison en vente libre ». De Christine Carrière, voilà. C'était un documentaire Arte. Et donc elle fait plein d'interviews, cette dame notamment d'addictologue. Et ces personnes racontent comment finalement on en vient à boire et à devenir surtout dépendant à l'alcool. Et c'est quand même super compliqué ces histoires. Alors pour ça, je vous ai ramené un truc de médiatrice, un scientifique, puis mes yeux. Voilà, John à la neurone. À neurone, hein, voilà. Enfin, celui-là est grossi des milliards de fois. On est bien d'accord. Des neurones, donc c'est ce qui compose votre système nerveux. On en a plein le corps. Des cellules grises plus particulièrement, donc ce qui va nous permettre de penser, c'est tout ce qui occupe notre cerveau, mais aussi on a des cellules grises, des neurones comme ça dans le ventre. Alors il n'est pas tout seul, hein, notre John neurone. Il est avec ses copains, là comme ça, ils forment une grande forêt, un peu en arborescence, ils sont tous connectés les uns aux autres, et ils s'échangent des messages. Ils s'échangent des messages chimiques sous la forme d'hormones, de neurotransmetteurs, et tout ça compose en fait tout ce qui peut vous permettre de vivre, hein, de parler, manger, boire, dormir, tout ce qui se passe dans votre vie, c'est grâce à eux. Alors pourquoi je vous parle de ça, c'est qu'en fait, quand je me suis intéressée à ce documentaire et d'autres lectures, je me suis rendu compte que l'alcool, dedans, il y a une substance active, alors qui n'est pas écrite hein, sur les bouteilles, et qu'on appelle l'éthanol. Ça, c'est la substance active des boissons alcoolisées. Et l'éthanol, ça va provoquer plein de choses sur le système nerveux. Alors, je vous rassure, hein, des choses qui sont super cool à vivre. Parce que déjà, l'éthanol va venir nous faire sécréter ce qu'on appelle la dopamine. Vous en avez peut-être entendu parler, cette fameuse hormone du plaisir. Donc voilà, John reçoit le message que tout va bien, c'est chouette, hein, un peu de dopamine. Et la dopamine va faire nous sécréter de l'adrénaline. Alors l'adrénaline, c'est cool parce que, bon là moi j'en avais un peu trop avant de monter sur scène, mais c'est une hormone qui nous permet de prendre des risques, d'aller de l'avant. Ça c'est super, enfin, vous buvez un coup, alors non seulement vous êtes content, ça va bien, mais en plus vous avez envie de vous dépasser, prendre des risques, enfin, génial quoi, pour une fois, voilà, plus de peur. Et alors c'est encore plus compliqué que ça, c'est qu'en fait, ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que sur la tête là, de John, il y a des petites portes, ce qu'on appelle les neurorécepteurs, donc qui reçoivent tous ces messages, dopamine, adrénaline, et il y en a, ces petites portes qui sont consacrées à des neurotransmetteurs qu'on appelle le GABA. Et le GABA, c'est une substance qui circule naturellement dans votre corps, sert à réguler votre rythme cardiaque, votre corps, parce qu'on a besoin d'un rythme régulier. Le corps n'aime pas quand le cœur s'emballe, donc il envoie du GABA régulièrement.
Et alors, en fait, l'éthanol va venir stimuler ces neurorécepteurs du GABA. En fait, l'éthanol va remplacer le GABA et provoquer la même chose. Donc non seulement, quand vous buvez, c'est bon, on est bien, on a envie de prendre plein de risques, mais en plus on est cool. C'est le cocktail quand même parfait. Bon, voilà, a priori ça pourrait être sans problème, ça c'est que du positif. Et non, à toute chose positive, il y a un revers probablement. En tout cas, ce qui va se passer, c'est que quand on a un usage répété d'alcool et donc d'éthanol dans le corps, eh bien, il y a non seulement du GABA qui circule, mais en plus, cet ersatz de GABA, ce remplacement du GABA, l'éthanol, et du coup, à force, eh bien, le corps va être au ralenti tout le temps. Et comme il n'aime pas ça, il est assez malin, il va venir fermer des petites portes du GABA. Résultat, quand la personne ne boit pas, ou ne boit pas assez, eh bien, elle va avoir une sensation de manque. Parce qu'il n'y a plus que du GABA qui circule, il n'y a plus assez de portes pour recevoir la substance. Et là, c'est vraiment ce besoin de boire qui va se manifester, une soif. C'est un besoin qui est irrépressible quasiment. Et les personnes concernées, elles le disent qu'elles ont énormément de mal à se retenir, parce qu'en fait, c'est ancré dans le corps. On a besoin d'une dose physiquement. Et ça s'inscrit dans le corps au fur et à mesure, et on ne le sait pas forcément, on ne s'en rend pas tout de suite compte. Et c'est ça, l'alcoolodépendance en fait. On devient dépendant à cette substance. Alors je vous parle de dose, mais c'est à la fois une dose, effectivement une sorte de besoin. Certains parlent de maladie, moi je ne sais pas s'il faut utiliser ce mot-là, parce que ça stigmatise beaucoup, mais en tout cas c'est inscrit biologiquement dans le corps. Et c'est aussi un besoin de dose au niveau psychologique. Ça, j'y reviendrai. Parce que, effectivement, l'alcool devient aussi une substance dont on a besoin pour se sentir bien au quotidien. Bon. Ce pantalon maintenant. Pas pratique, les vidéos. Vous ne reconnaissez pas ? C'est la Marianne des temps modernes. Ah, oui, le bonnet, tout ça. Je ne sais pas si vous voyez de loin, ce qui est écrit, c'est Délirium. Alors Délirium et ce petit effigie d'éléphant rose, c'est une marque de bière. Oui, ça me rend l'air maline, en général. Je vous ferai passer si vous voulez. Oui, c'est une marque de bière, Délirium très mince. Effectivement, j'ai trouvé ce joli bonnet à Bruxelles, dans un magasin de vente de bière. Et... alors, le Délirium très mince, qu'est-ce que c'est? Plutôt, je vais vous demander, quand est-ce qu'on voit des éléphants roses? Quand on a trop bu? C'est ce qu'on croit. En fait, quand on délire, le fameux délirium très mince, c'est quand on est en manque. Et le délirium très mince, c'est vraiment une crise. Alors je vous raconte des trucs graves avec un truc absolument... je vais aller jusqu'au bout. Le délirium très mince, c'est vraiment quand vous êtes en crise, quand vous êtes en manque d'alcool, et ça provoque des effets assez terribles. Déjà, le cœur, effectivement, bat très très fort. Vous pouvez avoir des hallucinations. Alors en général, c'est pas des petits éléphants roses sympathiques, c'est plutôt vous allez voir une chaussette traîner par terre et vous allez prendre cette chaussette pour un rat ou un serpent, enfin quelque chose qui vous est plutôt en phobie. Et ça va se reproduire dans votre champ visuel, donc envahir complètement votre champ visuel. Voilà, vous avez des transpirations excessives, bon, c'est la nuit quoi. Et je ne sais plus exactement le chiffre, je crois que c'est 6% des cas. Ça se termine par une crise cardiaque et donc la mort. Voilà. Alors, moi je me suis demandé si on appelait une marque de clope cancer garanti, est-ce que ça nous ferait marrer autant que là, la marque Délirium très mince? Bon, parce qu'en général, quand on met cancer garanti sur un paquet de clopes, c'est plutôt pour dissuader. Non, là c'est le contraire. Voilà. Délirium très mince. Alors l'alcool, ça fait super marrer, l'alcoolisme.
Moi, souvent, je regarde, j'ai craqué il n'y a pas très longtemps, j'ai acheté ces petits verres. Donc, c'est des petits verres à shot hein, pour l'alcool fort. À celui-là, c'est très drôle, c'est écrit « Papa a soif, attention danger ». Je ne sais pas s'il y en a qui veulent les voir de près, je peux faire circuler. On a celui-là, 18 ans, majeur et assoiffé. Ça vous encouragera, les jeunes. Et puis alors celui-là, alcoolo en manque, servez-moi vite SVP. Trop drôle. Voilà, surtout quand on sait que ça peut se terminer comme ça. Donc effectivement, l'alcoolisme, le fait de souffrir avec l'alcool, ça a l'air drôle dans notre société. Bon. Enfin, j'ai pas compris vraiment le pourquoi du comment. Bon. Alors, il faudrait quand même que je revienne à mon assiette là. Parce que je vous ai raconté là, mon documentaire, moi, ça m'a aidé à comprendre mon père, mais je n'ai pas compris, même si je voyais bien pourquoi il était en manque comme ça, j'ai pas compris pourquoi en fait il voulait jamais qu'on en parle. Parce que à chaque fois qu'on essayait d'aborder le sujet avec lui, il niait tout en bloc. C'était bah non, j'ai pas de problème avec l'alcool, voilà, tu m'emmerdes, toi tes affaires, ça pouvait partir dans des disputes assez violentes. Alors pourquoi? Et ben, au bout d'un moment, en discutant aussi avec des personnes plus expertes là-dedans, des médecins, j'ai appris qu'il y avait une sorte de déni. Alors c'est pas chez toutes les personnes alcoolodépendantes, mais un déni effectivement de son état, de cette difficulté, et que ça c'est vraiment un effet psychologique qui peut effectivement s'aggraver avec l'usage de l'alcool, parce que l'alcool va aussi atteindre le cerveau et notamment abîmer une partie du cerveau où se prennent les décisions. Donc là, ça perturbe encore plus la lucidité et la capacité de se prendre en charge. Voilà, donc le déni de la personne elle-même. Et du coup, je suis allée m'adresser à des médecins, parce que je me suis dit, ben, si mon père n'arrive pas à réagir tout seul, il faut que j'aille voir les personnes qui peuvent l'aider. Donc je suis allée voir le médecin de famille, médecin généraliste. Et cet homme-là, puis un autre après, m'a dit, écoutez, madame, on est désolé, mais vraiment, on ne peut rien faire pour votre père, parce que tant que lui ne veut pas se prendre en charge, tant que lui ne veut pas céder, eh bien, on ne pourra pas l'aider nous-mêmes. Attendez, il y a un truc que je ne comprends pas. En gros, il faudrait déjà qu'il soit guéri pour le soigner, c'est ça? On n'est pas sorti du sable quand même. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors bon, le médecin m'a dit aussi... écoutez, il faut vous protéger, parce que moi j'ai rencontré plein de gens dans votre situation, et puis finalement, c'est tellement difficile à vivre que vous finirez peut-être par vous enfoncer vous-même avec lui. Donc voilà, faites attention, protégez-vous. C'était très bienveillant, mais plus tard, je me suis rendu compte que dans les facs de médecine, eh bien, on apprend très très peu sur l'alcoolisme, et qu'en fait, souvent, il y a des médecins qui sont eux-mêmes alcoolodépendants. Donc, le déni médical, j'appelle ça. Déni du malade, déni médical. Vous avez l'heure, s'il vous plaît? Ah bah oui. On a failli la louper. C'est l'heure de la minute blonde. Alors, c'est une blonde. Elle rentre de soirée, puis elle est un peu pompette, elle est un peu trop bu. Alors elle prend sa voiture pour rentrer, et puis elle conduit, et il y a un barrage routier, elle se fait arrêter. Et le gendarme la fait souffler dans le ballon, il lui dit « Mademoiselle, le test est positif. » C'est pas grave, monsieur, regardez, j'enlève mes lunettes, ça fera 2 verres en moins. C'est fait. Où en étais-je? Ah oui. Le déni. Oui, bon, bah, en fait, à force d'accompagner mon père, j'ai fini par aussi me dire, mais pourquoi tout le monde boit? Pourquoi on aime boire? Puis pourquoi, surtout, personne n'aime les alcooliques? Et parce que ça aussi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai vu des stats de l'Organisation mondiale de la santé qui montrent que les personnes alcoolodépendantes, elles sont moins bien soignées que les autres.
considère qu'elles sont responsables et que c'est leur problème, et on les suit beaucoup moins. Voilà. Donc pourquoi on n'aime pas les alcooliques, mais qu'on boit tous quand même? Et je suis allée voir un bouquin, alors plutôt on m'a aidé, on a traduit, parce que je ne suis pas très bonne quand même en anglais, mais c'est un monsieur qui s'appelle David Nutt. Alors c'est rigolo parce qu'en anglais, Nutt, ça veut dire fou. Donc David Nutt, lui, c'est un Britannique. Il est neuropsychopharmacologue et il a travaillé pour le gouvernement britannique avec une équipe. Ils ont essayé de comprendre l'impact de tout un tas de drogues et dedans, ils ont classé l'alcool. Alors ça n'a pas du tout plu au gouvernement britannique, ils se sont fait virer en fait. Surtout qu'ils avaient reclassé l'alcool dans les pires drogues au niveau A, parce qu'il y a des lettres comme ça. Donc dans le niveau A, il y a l'alcool et l'héroïne. Point. En fait, c'est les substances psychoactives qui sont les plus nocives et les plus addictives. Ça n'a pas beaucoup plu, effectivement, au gouvernement britannique, parce que ça met en difficulté après l'économie. Mais bon, David Nutt a continué à faire des travaux. Et ce qui est vraiment passionnant dans son bouquin, c'est qu'il parle vraiment de la place de l'alcool dans notre société. Et il raconte notamment qu'il en a coévolué avec tout un tas de plantes pour se nourrir, pour se soigner, et que les drogues, ça fait partie de ces plantes. On en a eu besoin notamment pour désinfecter l'eau, de faire fermenter des plantes, donc de faire de l'alcool pour mettre dans l'eau parce que l'eau n'était pas assez salubre. Donc je vous parle de boissons alcoolisées à entre 2 et 4 degrés, pas très fortes. Et puis on a aussi bien utilisé de l'alcool pour tout un tas de choses, mais aussi pour des célébrations. Alors, ça fait partie en fait de notre vie depuis des siècles et des siècles. On utilise l'alcool vraiment pour nos rituels sociaux. C'est un lien social formidable. Alors ça va être, par exemple, pour célébrer une naissance, un décès aussi. Quand on fait un enterrement, on va boire un coup ensemble après. Ça peut être pour fêter l'acquisition d'un nouvel appartement, un examen, un permis de conduire. En fait, tout ce qu'on fait, on boit un coup, on trinque, on se retrouve. Ça, c'est important parce que on ne peut pas de fait dire c'est pas bien de boire, parce que si vous ne buvez pas, vous vous excluez du groupe. Vous ne faites pas partie du rituel. Difficile à assumer, de s'auto-exclure parce qu'on ne veut pas célébrer, partager. Alors effectivement, on a comme ça coévolué avec tout un tas de plantes et avec l'alcool. Et ce qui est intéressant aussi dans ce bouquin, c'est qu'il montre que la frontière, elle est très très mince entre l'usage doux de l'alcool, c'est-à-dire pour le plaisir, pour les bienfaits, et l'usage dur, donc quand l'alcool à usage répété devient nocif et addictif. Et c'est très difficile de savoir quand est-ce qu'on passe la frontière de l'un à l'autre. Souvent on parle de dose, alors j'y reviendrai, mais il y aurait une dose à ne pas dépasser. Sauf que ça c'est complètement faux, parce que ça dépend de chacun. On est au niveau génétique pas fichu pareil. Il y a des personnes qui vont tenir mieux l'alcool et en fait c'est celles qui vont avoir plus de risques de devenir dépendantes. Puis il y a des personnes qui vont être très vite malades et du coup qui vont moins consommer. Il y a ça déjà, donc c'est pas non plus une question de sexe, c'est vraiment des facteurs individuels et sociaux qui fait qu'on a un parcours d'alcoolodépendance. Il n'y a pas de dose, c'est vraiment en fonction vous de ce que vous vivez, que vous pourrez vous auto-évaluer, il n'y a que vous qui pouvez évaluer ça et peut-être avec des spécialistes. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et ça m'a aidé quand même à sortir d'un regard moralisateur autour de l'alcool. Donc en fait, si on commence à regarder les choses comme ça, on peut se dire que notre problème essentiel dans la société, c'est de ne pas être honnête avec nous-mêmes, avec l'usage qu'on a de l'alcool. Comme je vous disais, c'est un puissant lien social. C'est inscrit dans notre culture depuis longtemps. Et si on n'assume pas l'alcool comme une drogue, une substance psychoactive, qui a une place dans notre culture, eh bien, on ne fait que stigmatiser ceux qui en ont un usage dur. C'est ce que j'appelle le déni social de l'alcool comme drogue. Avec tous ces dénis, c'est quand même difficile d'accompagner les personnes qui deviennent alcoolodépendantes. Parce que c'est forcément toujours leur faute. Ça les isole. Alors, pour terminer quand même sur cette entrée qui est un petit peu lourde, je ne sais pas pour vous,
Je vais la rendre encore plus légère, vous verrez. Je voudrais vous parler de chiffres. Alors là encore, un monsieur qui a un nom formidable, le professeur Michel Lejoyeux, addictologue. Effectivement, c'est psychiatre. Il est très très drôle parce qu'il nous dit effectivement qu'on a à peu près 49 000 morts par an liés à l'alcool. Ça fait l'équivalent des 3 canicules de 2003. Vous voyez, la canicule de 2003, on a rabâché dans les médias. Ben là, c'est 3 fois ça et tous les ans. Hein, mais ça, on n'en parle pas. Alors dedans, évidemment, ça va être des personnes qui vont être malades, hein, qui vont décéder à cause de cancers liés à l'alcool, les accidents de voiture. Les accidents, c'est qu'à peu près 10% de ces morts. Hein. Alors que souvent, on rabâche que ça, c'est attention, l'alcool sur la route, comme s'il n'y avait que ça. Et puis, c'est aussi bien des personnes qui vont être violentées par d'autres qui sont sous alcool, et notamment beaucoup de femmes. Hein, Voilà, il y a une femme qui meurt à peu près sous l'écoute de son conjoint tous les 2-3 jours, et bien c'est souvent sous alcool. Ce chiffre-là, 49 000, il y a aussi environ, on estime, une famille sur 4 qui aurait un proche alcoolodépendant. Il y a des chiffres vraiment très très flous dans tout ce que j'ai pu lire. On estime entre 5 et 20% d'adultes alcoolodépendants en France. Donc, moi je trouve que la marge est très grande, mais bon. Ça fait déjà pas mal. Beaucoup plus d'hommes que de femmes, apparemment. Et alors, un chiffre, par contre, que je trouve vraiment intéressant, c'est 120 milliards d'euros de dépenses liées aux conséquences de l'alcool, de l'usage de l'alcool. Alors ça va être à la fois bien les personnes qui vont tomber malades, parce que là, je ne vous ai pas fait la liste, mais alors il y a un nombre de maladies liées à l'alcool absolument terrible. Hein. Vous pouvez avoir à peu près tous les cancers qui existent à cause de l'alcool. Donc c'est tous ces gens-là qu'il faut soigner, mais c'est aussi les coûts indirects. Par exemple, ces personnes-là alcoolodépendantes qui vont plus pouvoir travailler, plus en capacité de travailler, qui vont plus pouvoir s'occuper de leurs enfants, donc voilà, tous les coûts sociaux que ça génère derrière. Et une dernière chose quand même, vous dire qu'effectivement ça renforce vraiment des inégalités. Donc une personne qui est déjà fragile aura plus tendance évidemment à utiliser aussi de l'alcool pour supporter sa condition. Mais ce n'est pas qu'une question de pauvreté, ça se retrouve aussi à tous les niveaux, dans toutes les classes sociales. Je vous parlais des médecins, typiquement les professions indépendantes, c'est quand même difficile de bosser tout seul et du coup on trouve plus de personnes alcoolodépendantes. Voilà, c'est joyeux, effectivement. Donc, bon, on va passer au plat du jour quand même. Mais avant ça, je voudrais vous faire un petit interlude de jeune fille de bonne famille, bonne élève. Oui, c'est une sorte de trou dormant, si vous voulez. Alors pour ça, j'ai besoin d'un homme viril. Oui, un homme qui porte une chemise. Ah bah oui, mais là... Alors là, on n'est pas dans la bonne classe sociale. Personne n'a de chemise. Hein. C'est vraiment... Mais dénoncez-vous, s'il vous plaît. Je vous laisse au choix. Hein. Il y en a une plus classe qu'une autre. Il va falloir vous mouiller. Hein. Pour une fois, monsieur, c'est à vous de faire des efforts. C'est gentil, merci. Alors une belle chemise, presque repassée. Alors en fait, pourquoi je vous raconte ça, c'est que... C'est français. Ouais, c'est un style. Moi j'ai à peu près le même à la maison. Alors moi j'ai une famille, voilà, on va dire petite bourgeoisie. Et quand j'avais à peu près 17 ans, il y a une des cousines de mon grand-père qui m'a appris à repasser les chemises pour mon futur mari. Voilà, donc je vais vous faire une petite démo, vous serez le mannequin, alors je ne vais pas vous demander de vous déshabiller. Mais déjà pour vous dire, tournez-vous, s'il vous plaît, on va commencer par le dos. Là, il y a du boulot. Donc on repasse l'intégralité du dos. Et là, effectivement, on n'est pas sur une chemise de classe sociale très élevée. Normalement, quand on a une vraie chemise, hein, on a une pince ici qu'on va marquer. Voilà. Et alors cette pince, vous ne la repassez pas jusqu'en bas.
parce que c'est vulgaire. Voilà, donc maintenant vous pouvez vous retourner. On va poursuivre, alors on va faire les manches. Et les manches ici, normalement, il y a un pli, hein, donc vous marquez un petit peu le pli jusqu'au début de la manche, mais vous, pareil, vous n'allez pas repasser jusqu'au bout de la manche ce pli, ça fait vulgaire. En fait, les deux manches, bien sûr. Et alors, on va donner un petit coup sur le col, mais alors le col toujours à l'envers, parce que si vous passez à l'endroit, parfois, vous voyez, il y a un petit peu de gras à force, ça marque le tissu, donc il faut éviter de repasser, ça laisse des traces. Et on termine par les deux pans de devant, mais alors, vous voyez, les petits boutons, évidemment, vous ne les repassez pas, parce que ça les abîme, et ça ne fait pas très correct à la fin. Et surtout, quand vous avez terminé, vous suspendez votre chemise et vous allez boutonner celui de tout en haut, le tout premier bouton, pour que ça reste bien droit, voilà, sur votre cintre. Ça va, ça va? Très bien. Bon. C'est parfait, merci. Vous avez pris des notes? Parce que sinon, je peux vous refaire deux fois à la fin. Ah bah voilà, parfait. Il reste des... Quand j'étais petite, j'adorais aller au Muséum de Lyon, un grand musée d'histoire naturelle qui a disparu il y a quelques années. Voilà, c'est monté le musée des Confluences à la place. Mais moi, quand j'étais petite, il y avait encore cette espèce de fourbi de collection. C'était dans un vieux bâtiment début 20e. Et donc ma maman, souvent, m'emmenait là-bas. On visitait ces salles, alors c'était tout en vrac, avec des thématiques, mais je m'en souviens pas bien. Et j'adorais surtout la galerie d'égyptologie. C'était en souterrain, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et j'allais voir les momies. Les momies, voilà, qui étaient présentées sous des grandes vitrines. Et il n'y avait pas beaucoup de lumière, mais c'était crado en même temps. Ça faisait peur. Et j'adorais ça. Et je disais à ma mère, un jour, je serai archéologue. Je me prenais pour Indiana Jones. Et puis après, un peu plus grande, je lui ai dit, un jour, je travaillerai dans ce musée. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait à 24 ans, je suis devenue médiatrice culturelle au Muséum de Lyon. Alors, vacataire. Hein. Mais pour faire ça, il a fallu que je fasse des études. Hein, ça ne se fait pas juste sur un vœu. Et j'ai été à la fac de sciences humaines, suivre un cursus en sciences humaines, culture, etc. Et là-bas, en fait, on m'a appris ce que c'est le patrimoine. Alors, il y a plein de définitions. On va faire ça simple et vite. Le patrimoine, en gros, c'est déjà à votre niveau individuel ce dont vous héritez par votre lignée paternelle. Hein, nous sommes dans une société encore patriarcale. On hérite d'abord du nom du père. Et puis, on hérite de biens, mobilier, immobilier. On hérite aussi de tout un tas de, on va dire, de choses symboliques. Vous héritez de votre classe sociale, vous héritez donc de codes, de comportements, de savoir, de façon de se tenir. Tout ça, ça fait partie de votre patrimoine symbolique. Alors par extension, on parle du patrimoine d'une société, d'une culture, d'une nation, et ça va être plutôt désigné par des experts. Donc vous connaissez évidemment le patrimoine, on va dire les châteaux, voilà, le château de Bouclap d'ici, les églises, etc. Mais on a aussi le patrimoine immatériel. Et le patrimoine immatériel, eh bien, ce sont des savoir-faire culturels qui vont se perpétrer, se transmettre. Et souvent, on croit, on dit que c'est immuable, que ça a été transmis et que c'est resté intact. Sauf que c'est faux. Un patrimoine, ça s'invente. Et un patrimoine, c'est utile au niveau économique. Ça permet de générer du tourisme, notamment. Par exemple, la coutellerie de Thiers, alors il y avait déjà une fabrication de couteaux à Thiers, mais on a amplifié cette image de ville des couteaux de Thiers pour pouvoir relancer une économie alors que la ville était désindustrialisée. Mesdames, Messieurs, ceci est un patrimoine. Créé en 1950,
1930 par mon père, le légendaire baron Philippe, viticulteur et poète, Mouton Cadet Rouge associe la tradition bordelaise de l'assemblage aux valeurs d'authenticité et d'excellence qui font depuis toujours la fierté de notre famille. Il réunit ainsi en un élégant bouquet de saveurs plusieurs grandes appellations de la région de Bordeaux, plantées en cépages nobles. Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Par son équilibre, sa rondeur, sa capacité de vieillissement, fruit d'une nature généreuse et du travail des hommes, Mouton Cadet exprime toute la richesse et la diversité d'un des premiers terroirs vinicoles du monde. C'est signé Philippine de Rothschild. Ouais. Souvent les vins, la façon de faire le vin, on dit que effectivement c'est un patrimoine, mais c'est un savoir-faire, donc c'est bien un patrimoine immatériel. C'est la façon de faire du vin. On ne produit pas un vin, on cultive la vigne, on travaille la vigne. Et souvent ce sont de grandes familles, en tout cas des personnes qui viennent de classes sociales assez hautes, qui possèdent la terre, qui possèdent aussi tous les outils qu'il faut pour changer le raisin en vin. Et tout ça est très marqué quand même, vous l'avez entendu, avec cette idée de grande famille, de noblesse. Alors le vin, c'est effectivement un patrimoine français, on le sait, on nous le répète. Le vin, c'est un produit qu'on retrouve vraiment très très loin dans notre civilisation. Par exemple, il y a des archéologues qui ont trouvé des tessons d'amphores, vous voyez les grandes amphores en terre comme ça, de l'époque gallo-romaine. Et il y avait tout un circuit comme ça de commerce qui se passait dans le bassin méditerranéen, qui remontait en France. Et dans les grands domaines gallo-romains, eh bien, on retrouve encore aujourd'hui des tessons de ces amphores à l'entrée, parce que les chefs gallo-romains cassaient les amphores vides après qu'on les ait consommées, mais aussi en cassaient des pleines pour montrer leur puissance. Alors moi j'ai dit à mon père qu'il n'était pas obligé de laisser les cubis de vin à l'entrée de son appart, ça ne montrerait pas sa puissance. Bon, effectivement, l'époque gallo-romaine, mais aussi, plus tard, le sang du Christ. C'est pas rien, quand même. Je préfère le jus de raisin. Et plus tard, j'ai lu aussi que, il y avait eu une des premières campagnes de prévention contre l'alcoolisme au début du XXe, au moment de la Première Guerre mondiale. En fait, on a donné de l'alcool aux soldats pour qu'ils partent avec du courage à la guerre. Et on leur a distribué environ 1 litre de vin par personne par jour, plus environ 1 demi-litre d'eau de vie, plus leur solde souvent qu'ils utilisaient pour aller boire dans les bistrots. Donc en 1915, ça a commencé à poser un sacré problème parce que bon, fallait certainement être vraiment plus très lucide pour aller se batailler, certainement, mais au bout d'un moment, c'était un vrai problème au niveau santé publique. Et le président de l'époque, Raymond Poincaré, a demandé aux bonnes mères de famille et aux instituteurs d'essayer de faire réduire la consommation des soldats chez eux. Et là, c'était la première campagne de prévention. Et alors, pourquoi on a donné autant d'alcool? Eh bien, c'est parce que, à la fin du 19e, quand on a colonisé des terres comme l'Algérie, on a voulu planter des cépages, on a planté des cépages là-bas pour produire du vin, faire de l'argent. Donc voilà, ça c'est l'avènement du capitalisme à travers l'alcool. Et le problème, c'est qu'on avait déjà demandé, par exemple dans le sud-ouest de la France, on avait demandé aux agriculteurs de supprimer leur culture vivrière pour mettre aussi des cépages, pour faire de l'argent. Et sauf que y a eu un problème de concurrence entre les terres colonisées, qui pouvaient produire moins cher, et les terres du sud-ouest de la France, notamment, où le vin était plus cher. Du coup, les prix se sont effondrés. Ceux qui habitaient dans le sud-ouest de la France se sont révoltés. Il y avait une surproduction en 1914. Et donc l'État a essayé de rééquilibrer ça en achetant le surplus de vin et en allant le distribuer aux soldats. Donc du coup, c'est une espèce d'enchaînement, vous voyez, déjà à l'époque.
Alors je vous parle de tout ça parce qu'effectivement, moi, ça m'a passionné d'aller regarder des bouquins autour de l'alcool et de l'économie de l'alcool, et que je me suis rendu compte qu'il y avait un espèce de propos incroyable autour de la notion de terroir. Alors, le terroir français, le vin français devrait être une exception par rapport aux autres pays. Et la notion de terroir, c'est vrai, enfin, il y a quelque chose effectivement qui se produit de chimique entre la nature d'un sol, hein, de quoi elle est composée, les oligo-éléments, les minéraux, tout ça. Donc cette chimie-là, avec celle de la plante, le cépage, et puis aussi le climat. Tout ça effectivement, permet de produire un vin, de cultiver la vigne, pardon. Sauf que le terroir, pareil, ça devrait être une sorte de patrimoine, un savoir-faire immuable. Enfin, ça, excusez-moi, c'est une grosse connerie, et je répéterai sur Internet s'il faut. Aujourd'hui, vous avez par exemple des financements qui sont donnés à l'INRA, donc l'Institut national de recherche en agronomie, pour aller transformer des cépages au niveau génétique, donc produire des OGM, qui vont pouvoir s'adapter au changement climatique. Parce qu'avec le réchauffement, eh bien, effectivement, le vin commence à développer de plus en plus d'éthanol, de sucre, et devient moins bon. Donc on essaie d'adapter les plants pour lutter. On a aussi d'autres stratégies, hein. Alors ça peut être aussi des OGM pour éviter que les plants se fassent manger par des insectes, hein. Il y a d'autres choses comme ça. Et on a aussi d'autres stratégies, je vous disais, d'aller planter, bien, par exemple plus au nord. On est en train de planter des cépages de champagne en Angleterre, parce que dans 20 ans, il fera moins chaud là-bas, etc., etc. Donc le terroir, belle invention marketing. Voilà, le patrimoine immuable, moi en tout cas, je n'y crois pas du tout. Alors, je voudrais quand même être un peu mesurée dans mon propos, parce que je crois qu'il faut faire une différence aussi entre la grande industrie qui produit des vins vraiment à des échelles avec de l'agriculture intensive, qui exporte énormément, et puis une autre forme de production qui est plus artisanale avec des petits producteurs qui possèdent leur outil de travail, qui vont être aussi sur des vins voilà, en agriculture plus raisonnée, biologique, biodynamique, et qui vont être, je crois, dans une autre relation quand même au vin et dans quelque chose de plus gustatif, en tout cas avec un autre rapport à l'économie. Voilà, je nuance sur un grand débat à voir là-dessus. Mais en tout cas, l'industrie du vin est super puissante en France. On a à peu près, on est un des premiers producteurs de vin, et c'est notre deuxième poste d'exportation, après l'aéronautique et avant l'industrie du luxe. On estime que c'est environ un emploi sur 50. Vous imaginez la pression économique qu'il y a sur ce secteur. Vous seriez pas mûr pour une petite minute blonde? Alors, c'est une blonde, elle est dans une soirée, puis elle est un petit peu timide, alors elle s'est assise dans le fond de la salle, comme ça, et puis il y a un très bel homme qui vient vers elle et qui lui dit « Mademoiselle, le champagne vous rend si jolie. » Ah bah c'est gentil ça, mais pourtant j'en ai pas bu une seule coupe. Ouais, mais moi, j'en suis déjà à ma 10e. Ah, les blagues de blonde. Au début, j'en faisais plein, et puis à force, voilà, ça commençait à me déranger en tant que féministe. En plus, moi j'ai vécu un an au Québec, et les blondes là-bas, en fait, c'est toutes les femmes. Quand on dit ma blonde, c'est ma copine. Les blagues de blonde, c'est purement sexiste, hein, c'est pas juste une discrimination de couleur de cheveux. Alors c'est sûr, raconter une blague de blonde quand on est blonde, ça fait tout de suite second degré. Hein, mais faut-il utiliser le second degré? C'est la grosse question. Ah, c'est un vrai débat sur l'humour, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que, en tant que femme, je ne fais pas que renforcer la domination masculine en racontant des blagues de blonde et en riant avec les dominantes? Ne suis-je pas une victime consentante? Non, c'est vrai, enfin, sérieusement, en tant que femme, en fait, on reproduit tout un tas de rôles genrés,
des rôles auxquels on nous assigne, on les adopte, on les produit, on les assume. Bon, enfin, j'aime bien les blagues de blanc quand même. On verra si je le refais. Ouais, je vous parlais de l'industrie de l'alcool. Bon. L'industrie de l'alcool, pour moi, c'est vraiment un des trucs qui me hérisse le plus le poil. Je trouve ça terrible parce qu'on n'en parle jamais en plus. On ne les voit pas, ils sont invisibles. Enfin, on ne les voit pas. Si on veut voir, on voit, mais c'est quand même un secteur où il y a un lobbying incroyable. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un lobby. Un lobby, ça va être une forme d'organisation qui va en fait, agir pour défendre les intérêts d'une filière en particulier. Donc agir à quel niveau? Bien au niveau de nos élus, hein, principalement, donc pas que. Mais... En fait, à Bruxelles, donc à l'Union européenne, on estime qu'il y a à peu près 6 à 7 personnes embauchées par des lobbies pour un député. Je ne sais pas vous, mais au quotidien, moi si j'avais 6 à 7 personnes qui bossaient toute la journée pour me dire ce que moi je dois faire, en somme, comment je dois orienter mon travail, j'aurais vachement de mal à rester neutre, indépendante dans ma tête. En fait, c'est juste le contraire de la démocratie. C'est un abus total de démocratie, cette histoire. Ben, en France, les lobbies de l'alcool, en France au niveau européen aussi, mais sont ultra puissants. Il y a des lobbies comme l'Association nationale des élus de la vigne du vin, l'ANEV. Alors eux, ils sont à peu près 700, des élus de petites communes, mais jusqu'à des députés. Dernièrement, on estimait qu'il y avait une centaine de députés parmi eux. Et donc eux, ils sont là pour défendre les intérêts du vin en France. Et ils ont des super idées. Alors par exemple, ils organisent des ateliers de découverte des métiers de la vigne pour les enfants à la maternelle. Ah oui, parce qu'ils estiment que comme ça, ces enfants-là, ils auront vraiment, vous voyez, la culture du vin, ils sauront respecter le produit, ils pourront savoir boire. Ambigu quand même. Donc il y a l'ANEV, hein, c'est loin d'être les plus puissants. On a un lobby en France qui s'appelle Vin et Société. Alors eux, ultra puissants. Vin et Société, en 2013, vous voyez, début du gouvernement Hollande, ils ont monté une campagne de com super intense, super forte, parce qu'il y avait un projet de changement de loi. Donc en fait, vous avez entendu parler de la loi E20, probablement, qui régularisait la communication autour du tabac, de l'alcool. Cette loi de 1991, elle a été démantelée au fur et à mesure depuis des années, ça ne ressemble à plus rien. Et là, ce gouvernement, en fait, projetait de modifier plusieurs choses, notamment, vous voyez, la mention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Ce qu'on retrouve de manière obligatoire sur les pubs d'alcool. Eh bien, ça devait devenir l'alcool est dangereux pour la santé. Point final. Ce qui, d'un point de vue médical, scientifique, est beaucoup plus objectif, beaucoup plus vrai. Et bien alors ça ne plaît pas du tout. Alors il y avait ça, mais il y avait d'autres mesures. Hein. Donc Vin et Société, ils ont fait une grande campagne de com. Hein, ils étaient très très horrifiés de ces changements à venir. Et en fait, ils ont fait s'effondrer complètement le projet de changement de loi. Donc ils ont remporté leur bataille. Et ils ont par exemple ensuite diffusé une com comme celle-ci. Aimer le vin, c'est aussi avoir un grain de raison. Donc on voit deux petits grains de raisin voilà, qui ressemblent à des petits bonhommes, hein, très sympathiques, qui s'amusent autour d'un verre de vin. Et là on nage en totale ambiguïté, hein, puisque en gros il faut aimer le vin, c'est raisonnable, mais il faut avoir un usage raisonnable aussi. Donc ça en gros c'est votre boulot. Hein, si vous consommez, c'est pas eux les responsables, c'est vous. Vous devez savoir boire. Donc, si vous voulez, je vous fais passer cette petite pub. Et alors ce lobby Vin et Société, ce qui est formidable, c'est qu'avant ils avaient une déléguée générale qui s'appelle toujours Audrey Bourrelot. Et cette dame aujourd'hui, elle travaille pour le gouvernement, donc auprès d'Emmanuel Macron et de son équipe. Elle est devenue conseillère pour l'agriculture et le développement rural. Alors vous me direz, hein, peut-être dans le coin ça va changer des choses. Hein. Mais vous vous rendez compte quand même du mélange entre on a comme système soi-disant démocratique et la défense de ces intérêts économiques qui ne servent que certains.
on nage en total abus. Là. Donc, effectivement, là, Audrey Bourrelot, elle le montre bien. Ça avait déjà commencé depuis longtemps, hein, parce qu'en 2004, on avait eu un conseil de prévention qui avait été créé, qui existe toujours. Un conseil de prévention auprès du ministère de la Santé, il fait d'abord siéger les lobbyistes autour de la table, pour qu'eux, ils donnent leur avis sur les futures campagnes de prévention. C'est même pire, en fait, c'est eux qui font les campagnes de prévention maintenant. Et d'ailleurs, vous allez voir sur l'affiche, en bas, c'est écrit 0, 2, 3, 4. Alors ça, c'est des chiffres qui sont communiqués, notamment par un autre lobby qui s'appelle Entreprises et Prévention. Déjà, le nom, c'est louche. Alors ces chiffres, c'est des chiffres qui étaient communiqués par l'Organisation mondiale de la santé quand moi je suis née, donc dans les années 80. On disait effectivement il ne faut pas dépasser certaines doses d'alcool par jour. Donc 0 quand on est enceinte, quand on est malade, quand on est un enfant. 2 doses maxi. Alors la dose en fait c'est une unité d'alcool. En gros c'est l'équivalent de ce qu'il y a d'éthanol dans un verre de vin. Une grande bière ou un petit verre d'alcool fort. C'est la même quantité d'éthanol, sauf que selon la boisson, ça fait plus ou moins de centilitres. Donc les 2 doses recommandées maximum par jour, c'était pour les femmes, soi-disant qu'on est plus fragile. Sauf que comme je vous ai dit, ça dépend déjà des facteurs génétiques, mais aussi ça dépend du poids. Enfin, il y a des hommes plus petits que des femmes, etc. Donc ça ne veut rien dire non plus. 3 doses, c'était pour ces messieurs, donc 3 doses maximum par jour. Et puis 4, alors là, c'est la fête. C'est quand vraiment vous vous lâchez, vous faites la fête, vous avez le droit à 4 verres. Je vois rarement des gens qui ne dépassent pas les 4 verres de vin lors d'une fête. Bon. Mais en tout cas, ces espèces comme ça, de normes, l'Organisation mondiale de la santé a abandonné ça parce que déjà au niveau scientifique, ça ne tient pas du tout la route, comme je vous disais. Mais en plus, ça légitime le fait, ça normalise le fait de boire à peu près cette quantité-là par jour. Si vous ne la buvez pas, c'est quelque part, vous n'êtes pas dans la bonne culture. Voilà, donc les lobbies continuent par contre à communiquer là-dessus, ces histoires de doses. Entreprises et Prévention le fait très bien. Ils font aussi d'autres choses, ils ont une magnifique campagne de com. Sam, vous voyez le gros bonhomme là qui sourit? Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. C'est ce qu'on retrouve dans les boîtes de nuit. Eh bien ça, c'est Entreprises et Prévention qui a créé cette campagne de com. Et pendant qu'on parle de la prévention routière, où je vous disais c'est que 10% des morts dues à l'alcool, et ben on ne regarde pas le reste comme ça. Vous voyez? Alors moi je les appelle les pompiers pyromanes. Ils foutent le feu à la baraque, puis après ils prennent un petit tuyau, ils arrosent le buisson à côté, ils font « vous en faites pas, on s'en occupe, tout va bien ». Voilà. Donc en fait la prévention, elle est malhonnête, elle ne peut pas. Enfin, ils sont jugés partis, ça ne peut pas fonctionner. Une dernière chose avant de faire une petite pause quand même, c'est de vous dire à qui profitent ces lobbies. Les industries, c'est qui? Parce qu'on n'est pas dans le grand complot, il y a toujours des vrais gens derrière tout ça. Ça va être par exemple l'entreprise Castel. Alors Castel, c'est une énorme multinationale. Castel, ils produisent à la fois du vin, mais aussi d'autres alcools, tout un tas de créations alcoolisées. Sur leur site, vous verrez, c'est très beau. Vraiment, ils se font les porte-parole du patrimoine français du vin. Alors effectivement, ils ont des marques comme Mouton Cadet qui font partie des bouteilles un peu luxe chez Casino. Et puis, ils ont aussi la villageoise. Un beau patrimoine français, la villageoise. Voilà, donc ils commercialisent ça. C'est une grande famille, en fait. Et cette grande famille, c'est la 7e fortune française. Et ils aiment tellement la France qu'ils payent leurs impôts en Suisse. Bizarre, petit caprice. Dernièrement, j'ai lu qu'ils investissent, parce qu'ils c'est des entrepreneurs. Donc ils investissent, ils ont investi en Chine, là en Afrique, pour bien faire profiter ces continents de la culture française et de son savoir-faire pour le vin. Et notamment, ils investissent au Mozambique. Alors Mozambique, c'est un des pays les plus pauvres au sud du continent africain. On pourrait se dire, c'est bien, ils dynamisent l'économie, ces pays. C'est pratique, il n'y a pas de droit du travail.
Bah, en attendant de flinguer le droit du travail français, bah, au moins, Mozambique, l'esclavage, hein, c'est facile. Donc voilà, c'est Castel. Je les aime beaucoup. Bon, il y en a d'autres que j'aime beaucoup, c'est aussi Pernod Ricard, hein, parce que tous les soirs, Pernod Ricard, chez moi, ça résonne. Alors, je vous fais une petite lecture quand même, parce que c'est ce qu'on trouve, enfin on trouvait, ils l'ont retiré depuis, on trouvait ça sur leur site internet. Pernod Ricard, c'est la deuxième multinationale de l'alcool dans le monde. Pernod Ricard est né en 1975 du rapprochement des deux sociétés françaises de spiritueux alizés, Pernod, dont la création remonte à 1805, et Ricard, fondé par Paul Ricard en 1932. L'histoire d'une expansion menée par des hommes, entrepreneurs, passionnés, visionnaires. Cette aventure humaine continue de s'écrire chaque jour grâce aux hommes et aux femmes qui construisent avec constance et audace l'entreprise qui a fait de la convivialité un style unique de management des relations humaines. Répartis dans 80 pays, 19 000 collaborateurs perpétuent les valeurs qui font la force du groupe, la confiance mutuelle et le sens de l'éthique. Oui, l'éthique, c'est bien ce que j'ai perçu à la maison. Et bon, en passant, voilà, leur chiffre d'affaires s'élevait à 8,5 milliards en 2012, 8 milliards en 2013, il y a eu la crise, hein, c'est dur. Et vous en faites pas parce qu'en 2015-2016, on est remonté à 8,6 milliards. Donc ça va bien. Pernod Ricard, ça va bien. Castel, ça va bien. Tout ce petit monde se porte bien. Mais bon, ils contribuent, ne vous en faites pas aussi à détruire le droit du travail chez nous. Les 19 000 collaborateurs, dedans, bah, il y a notamment des VRP. Hein. Il y a beaucoup d'alcooliques aussi chez eux. C'est pour ça qu'ils font de la prévention d'ailleurs. Je ne sais pas. Ça doit être ça, l'éthique. Bon, moi, ce que je vous propose, c'est faire une petite pause maintenant. Vous avez le droit de boire un verre très détendu, d'une bonne brasserie artisanale ou une boisson non alcoolisée, c'est aussi autorisé. Voilà, puis on se retrouve à l'heure. C'était bonne, c'est bien. Elles sont claires. Je suis jalouse. Je suis jalouse parce que autant le vin, j'y connais rien et c'est un peu compliqué, mais alors la bière. Ah ouais, j'aime bien déjà toute la variété des gammes de couleurs, des odeurs, des goûts. C'est incroyable la richesse de goût qu'il y a dans ces. Alors, je parle de bière artisanale, hein, parce que la Heineken, tout ça, c'est pas les mêmes procédés de fabrication. Et c'est vrai que je trouve que c'est un beau produit, voilà, des petites bulles, ça pétille. Comme quoi, on peut ne pas être normal avec l'alcool, mais trouver quand même à un moment donné un certain plaisir. Et c'est vrai que j'ai déjà eu l'occasion de discuter avec des microbrasseurs comme ici. Et c'est pareil, hein, je vous ai parlé de l'industrie du vin, mais de la même manière, du côté bière, il se passe même phénomène. Voilà, de guerre, on va dire, entre industrie et des personnes qui produisent vraiment de manière artisanale et peut-être en ayant un certain respect aussi de l'humain dans leur manière de produire. Je trouve que c'est intéressant, il y aurait aussi tout un débat à avoir autour de ça, on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas parler de tout. Mais c'est aussi pour vous dire que c'est pas, enfin, je ne suis pas là aussi pour dire vous, c'est pas bien les producteurs d'alcool. Et c'est pas bien de boire. Voilà, on revient vraiment à cette idée que c'est un usage assumé de manière autonome et collective. Parce qu'aujourd'hui on est là, et moi je veux remercier la canaille de m'accueillir avec l'association La Clé. On est là et je trouve que c'est important de reconquérir les lieux comme les bistrots, comme des lieux aussi où on ne fait pas que boire, on se retrouve pour parler, pour se rencontrer dans notre diversité, partager et faire de l'éducation populaire. Donc merci la canaille, merci La Clé, et puis merci aussi le Centre culturel de Bouclac qui fait tout ça. Alors oui, le bistrot, c'est un lieu où on se retrouve pour boire et où on ne boit pas tout seul aussi.
Et Aaron Papa, finalement, je vous en ai un petit peu parlé, mais lui, il s'est retrouvé petit à petit à boire tout seul. Parce que c'est ce qui se passe dans ce parcours de l'alcoolodépendance. Et alors, à la fin de sa vie, les dernières années, j'allais le voir, il était à domicile. Mais il restait toute la journée dans un canapé complètement avachi. Et puis il avait tout son petit univers autour de lui. Donc l'alcool avait vraiment attaqué son cerveau. Donc il avait perdu beaucoup de ses facultés mentales. Et puis il avait aussi perdu l'usage de ses jambes, parce que ça attaque le système nerveux. Et donc il restait la journée à regarder, à zapper à la télé. Et puis, de temps en temps, il faisait un effort pour attraper son cubit de rosé, se servir un verre, et de temps en temps, c'était du mauvais pastis. Il n'avait plus les moyens d'acheter du Pernod Ricard et du vin qu'il mettait en bouteille. Donc voilà, il sirotait comme ça toute la journée devant la télé. Et puis, de temps en temps, il me racontait ses histoires du travail. En fait, quand il a été consultant en ressources humaines, il a appris en formation des techniques de management et notamment des techniques pour bien équilibrer sa vie, pour être plus performant. Et de temps en temps, il me faisait faire des sortes de jeux qui venaient de ces méthodes de management, où c'était une sorte de roue comme ça, où on pouvait évaluer entre 1 et 10 tout un tas de dimensions de notre vie, donc l'investissement qu'on a dans son travail, le temps qu'on passe à ses loisirs, l'investissement qu'on a dans sa famille. Enfin, voilà, tout un tas de critères comme ça, l'alimentation. Donc il fallait que moi je m'évalue et un mois sur l'autre, il me ressortait les fiches pour que je puisse voir ma propre évolution. Et en fait, ce truc-là continuait à l'obséder. Je trouvais ça dingue en fait, parce que je me suis rendu compte que cette idéologie du management, où il faut faire de sa vie un projet, ça l'avait complètement formaté. Et que c'était resté comme ça dans ces espèces de délires de personnes qui étaient devenues vraiment malades mentalement, et que c'était resté quelque chose qui vraiment, limite qui l'angoissait, voilà. Mon père, je me souviens, une fois, il était parti en vacances en Bretagne chez une de mes tantes. Et un monsieur l'avait emmené en bateau, donc un voisin. Et quand ils étaient revenus le lendemain, parce qu'ils avaient passé la nuit dans le bateau, ils avaient fait la fête, le voisin avait dit « Écoute Xavier, je t'emmène plus jamais. Xavier, tu sais pas boire. » Eh oui, qu'est-ce que c'est boire? Savoir boire. Ce serait, d'après les lobbies, savoir partager un verre de vin, du bon vin, ou un autre alcool raffiné, et se mesurer. Donc effectivement, mon père, à boire comme ça toute la journée tout seul, ne savait pas boire. Je vous ai dit, la Nève, qui voulait ce lobby, qui veut faire des ateliers pour les enfants, c'est pour leur apprendre à savoir boire. Cette idée du savoir boire, en fait, elle est très forte dans le marketing de prévention des lobbies. Donc elle stigmatise en fait les individus. C'est à vous de savoir boire et de savoir apprécier. Et quand j'ai creusé cette notion-là en sociologie, j'ai pu discuter avec deux sociologues, rares sociologues qui s'intéressent aux pauvres, aux riches, pardon, voilà, je me trompe, au contraire. En sociologie, on s'intéresse beaucoup aux classes ouvrières, ouvriers, tout ça. Et ben, les Pinson-Charlot, voilà, eux s'intéressent aux riches. Et j'ai pu les rencontrer à la fin d'une conférence, je suis allée leur demander ce qu'ils savaient justement sur l'alcool. Et ils m'ont dit qu'ils avaient pu participer à des grands banquets de la très haute bourgeoisie, où on ne boit que des alcools très fins, très chers, du vin, mais aussi des spiritueux, enfin, des choses plus fortes. Et alors, on boit beaucoup aussi là-bas. Mais on sait boire. C'est-à-dire qu'on ne roule pas sous la table devant les autres. Ça ne se fait pas. Donc il y a des codes, en fait, sociaux. Ça ne veut pas dire qu'on boit moins. Il y a autant d'alcooliques chez eux que chez les classes dominées. Mais ça, simplement, on le cache. Alors moi, je viens d'une famille, je vous ai dit, plutôt petite bourgeoisie, classe moyenne.
Et voilà, le dimanche, comme ça, quand on fait des repas, on boit. On met du vin à peu près correct en bouteille. Éventuellement, on achète voilà, des vins un peu plus, un peu meilleurs quand c'est des grandes fêtes, mais on s'échauffe l'esprit. Hein. On a le droit de s'engueuler de temps en temps en ayant bu un bon coup. Et alors, je sais pas, mais il y a quand même une idée que ceux qui ne savent pas boire et qui se bourrent la gueule, c'est les pauvres, hein. C'est les pochetrons, vous voyez, les piliers de comptoir, ceux qui vont au bar PMU. Et bien cette image-là, des ouvriers en fait, des classes ouvrières qui ne savent pas boire, ça date avec en fait, l'avènement du capitalisme, où les patrons ont voulu mettre la main, donc contrôler les bistrots. C'était toute cette période de l'hygiénisme où l'idée de contrôler les bistrots des ouvriers, au départ c'était de dire c'est parce que ces gens-là c'est comme des grands enfants, ils ne savent pas s'occuper d'eux-mêmes, et comme derrière il y a des problèmes dans les familles, des problèmes de santé, on va essayer voilà, de contrôler leur usage, hein, la quantité de boissons qu'ils consomment, pour bien qu'il n'y ait pas d'impact au niveau des familles et de la santé. C'est un faux argument ça en fait. C'est pratique parce qu'en fait, dans les bistrots des ouvriers, s'organisaient les luttes sociales. C'est là où les ouvriers pouvaient se retrouver, discuter de leurs conditions de travail, de leurs conditions de vie, et organiser les luttes. Si les patrons contrôlent les bistrots, soi-disant pour la santé et le bien-être des familles, vous voyez bien que c'est une manière d'empêcher d'avoir des conflits. Donc aujourd'hui, oui, je suis contente de bosser, de venir vous voir dans un bistrot, parce que je crois qu'il faut reconquérir le bistrot, et pas pour apprendre à savoir boire, parce que ça, c'est l'argument justement des dominants. Et le savoir boire, c'est un truc qu'on voit aussi dans le marketing pour les jeunes. Parce que je vous ai parlé de toutes ces industries, ces grands groupes. En fait, il y a tout un marketing qui cible précisément les jeunes. Les jeunes, ils ne savent pas boire. Soi-disant. Ou les jeunes, ils boivent trop. Là aussi, c'est quelque chose, on entend dire, on les voit dans la rue, peut-être plus dans les grandes villes étudiantes. Ils se bourrent la gueule, ils ne savent pas apprécier le vin, tout ça. Ben, en fait, il se trouve que, statistiquement, les jeunes boivent beaucoup moins depuis des dizaines d'années. Hein, la consommation chute. C'est vrai aussi pour l'ensemble des Français. Sauf qu'ils boivent différemment selon les générations. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est des comportements, alors on a mis des mots savants dessus, en anglais le binge drinking, en français alcoolisation ponctuelle intensive. J'ai réussi à le dire parce que souvent j'angoisse avant, je me dis, c'est ce que j'ai trouvé de bien. Donc en fait c'est une manière de s'alcooliser de manière vraiment d'un coup, on avale le plus possible d'alcool d'un coup, pour être sûr d'être complètement fait, et quitte à boire un pack de bière avant d'aller en boîte de nuit. Et puis en boîte de nuit, on s'en met aussi le plus possible dans le cornet. Voilà. Et l'idée, c'est vraiment de finir malade, hein. On est complètement par terre. Il y a aussi des pratiques en lien sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être entendu parler des Next Nominations sur Facebook, où un jeune va se filmer avec une bouteille, alors plutôt de vodka, qui va boire cul sec devant la caméra et ensuite nommer 2-3 camarades pour leur dire voilà, est-ce que vous êtes capable de faire pire que moi? Il y a eu des morts, évidemment, ça fait des dégâts, donc voilà, ça pose problème. Donc ces pratiques-là sont assez nouvelles. Des changements aussi, c'est-à-dire que jusqu'à présent, c'était surtout les garçons qui, avec l'alcool, avaient une sorte de rituel de passage à l'âge adulte. Eh bien, les filles commencent à rattraper aussi ça. La consommation, autant ça réduit plutôt chez les garçons, mais la consommation d'alcool augmente plutôt chez les filles, enfin les jeunes femmes. Un acquis de l'égalité. Je sais pas. Mais en tout cas, les comportements sont aussi genrés autour de l'alcool. Parce que, mesdames, si vous êtes alcoolodépendantes, s'il vous plaît, ayez la décence de boire seule. Alors, ça fait mauvais genre hein, de se bourrer la gueule en public. Quand on est une femme, ça reste quand même quelque chose de pas bien vu. Donc effectivement, les femmes qui sont alcooliques ont tendance à se cacher, à rester chez elles, et c'est pire parce que du coup, elles peuvent encore moins
se socialiser et avoir des personnes autour d'elles pour les accompagner. Donc voilà, les filles se mettent à boire de plus en plus aussi côté jeunes. Et je vous disais, il y a un marketing énorme qui est organisé pour ces jeunes pour créer des nouvelles boissons qui ciblent vraiment les jeunes. Vous avez peut-être vu dernièrement, il y a une espèce de boisson non alcoolisée, goût Morito, voilà, qui a été créée. En fait, c'est goût citron-menthe, hein, c'est rien de plus simple. Mais c'est goût Morito. Comme ça, les jeunes qui ne boivent pas encore d'alcool, ils peuvent déjà s'habituer à boire un truc qui fait adulte. Il y a plein d'innovations, parce que le marketing, évidemment, ça va avec cette idée d'innovation, entrepreneur, visionnaire, passionné, tout ça. Et alors là, je trouve que c'est incroyable, c'est un boulevard. Alors bon, déjà, il y a toutes les pratiques de promotion de l'alcool comme en boîte de nuit. Vous avez dû voir, peut-être si vous êtes allé en pub, les promotions qu'on peut faire. Par exemple, vous avez les petits shots d'alcool comme ça. Vous en achetez 9, on vous offre le 10e. Donc voilà. Donc les boîtes de nuit, évidemment, se mettent beaucoup d'argent dans les poches, mais les comas et les viols à la sortie de la boîte, c'est pas leur problème. Voilà, donc il y a ça, mais il y a aussi toutes ces innovations, comme par exemple l'alcool en poudre. Enfin, l'éthanol en poudre. Ça existe aux États-Unis, donc je n'ai pas pu vous en ramener, hein, c'est interdit pour l'instant en France. C'est une poudre blanche, hein, ça se sniffe pas, enfin vraiment je vous le déconseille, je pense que ça fait très mal au sinus. C'est une poudre blanche, donc c'est pratique parce que vous pouvez emmener votre boisson non alcoolisée, un jus d'orange par exemple, hein, en pique-nique, et puis à la dernière minute avant de consommer, petite dose d'éthanol. Comme ça, pas d'ivresse visible sur l'espace public. Non, c'était du jus d'orange. Pas de souci. Donc l'alcool en poudre. Vous avez aussi une innovation. Alors plutôt, là on est sur la Costa Brava, vous voyez, nord-est de l'Espagne, où il y a plein de boîtes de nuit, on vient faire la fête. Alors là, vous pouvez vous faire insérer une puce RFID sous la peau. Donc c'est une toute petite puce qui communique à courte distance et qui communique avec votre compte en banque en fait. Donc, comme ça, vous pouvez partir sans votre sac à main. Et puis c'est super pratique parce qu'au fur et à mesure où on boit, voilà, on oublie son code de carte bleue, c'est pénible quand même. Donc, quand on est un petit peu comme ça sous la table, on n'a plus qu'à lever le bras au-dessus du comptoir pour commander à boire. On bip, carte bleue. Ouais, belle innovation. Alors, toutes ces innovations, en fait, ce marketing pour les jeunes, moi, ce qui me questionne, en fait, c'est qu'est-ce qu'on leur fait subir à ces jeunes pour qu'eux mettent en place ces nouvelles pratiques d'alcoolisation ponctuelle, intensive. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on a besoin comme ça de se mettre la tête à l'envers? Qu'est-ce qu'ils subissent aujourd'hui, notamment voilà, dans leur parcours d'études, de travail, pour qu'ils aient besoin de décompresser à ce point-là. C'est pas une question de savoir boire, ça. C'est à l'envers. C'est nous, qu'est-ce qu'on leur a donné là comme condition de vie. Et puis, les jeunes aussi, on leur fait la morale. Hein, parce que non seulement binge drinking, tout ça, mais en plus, les jeunes, ils fument. C'est pas bien. Il ne faut pas fumer du cannabis. Et sauf que le cannabis, quand on regarde au niveau scientifique, c'est pas dans les classes A, les drogues. C'est beaucoup moins nocif que l'alcool. C'est moins addictif. Alors, je ne suis pas en train de dire vive le cannabis, on veut tous, hein. Chacun fait ce qu'il veut. Mais bon, n'empêche que si on regarde objectivement, scientifiquement, c'est quand même beaucoup moins problématique que l'alcool, surtout que les jeunes qui fument ont tendance à s'arrêter en fait quand ils rentrent dans le monde du travail, alors que l'alcool, au contraire, dans le monde du travail, ça continue à être un puissant liant social et du coup, on continue le parcours et il y a plus de risques de devenir dépendant à l'alcool dans le milieu du travail qu'au cannabis. Donc voilà, mais on continue de leur dire vraiment le cannabis c'est pas bien. Il y a quand même une magnifique hypocrisie par rapport à ça. Enfin, je veux dire, évidemment, qui produit le vin? Qui produit l'alcool? C'est quand même plutôt la classe dominante, les gens qui ont du patrimoine, de la richesse, les codes sociaux qui ont le pouvoir. Qui va faire marcher du cannabis? C'est des jeunes de banlieue, issus de l'immigration souvent, issus de classes populaires.
bah, on va plutôt avoir tendance à les mettre au poste et puis en prison derrière. Comme ça permet du contrôle social. Bon, les Castel et compagnie qui payent leurs impôts, 7e fortune française en Suisse, l'évasion fiscale, ça c'est pas un problème. Hein. Mais les jeunes par contre qui font commerce du cannabis, ça a l'air d'être un sacré problème. Il se passe la même chose aux États-Unis, voilà, avec les jeunes noirs, voilà, ça se retrouve ailleurs. Donc une belle discrimination autour de cette moralisation du cannabis. Et alors moi je me souviens quand même, j'aime beaucoup cette anecdote. Ça tient encore. Désolée. Voilà. Je me souviens quand j'étais au lycée, j'étais dans un lycée privé catholique. Et il y avait eu un commerce effectivement de cannabis dans le lycée. Donc ça avait fait tout un scandale, la police était venue, avait arrêté 2 jeunes. Et alors pour faire de la prévention, ils avaient fait venir 2 personnes de la brigade des stupes qui nous ont expliqué toutes les drogues qu'on pouvait trouver sur le marché, leur nocivité, c'est pas bien, ça dépend des degrés. On n'a pas parlé d'alcool, hein, jamais. Alors on a parlé du cannabis, et donc pour bien nous faire comprendre, ils ont ramené un pain de résine de cannabis comme ça, et puis ils l'ont fait circuler dans la salle. On devait être 200, je pense. Là, quand c'est revenu... Alors, a posteriori, je me dis, ça aurait été bien d'avoir une médiatrice, éducatrice populaire. On n'aurait pas fait ça, mais bon. Voilà. Belle hypocrisie quand même de nos élus par rapport à toutes ces questions. Enfin, ce que je veux dire en fait, c'est que la question des drogues dont fait partie l'alcool, c'est pas un problème moral et criminel, c'est un problème social et sanitaire. Et tant qu'on ne sort pas de cette vision de morale, on ne pourra jamais s'occuper du réel et de manière honnête. Et puis, tant qu'on parle du cannabis, de la dépendance à ces drogues illicites, on ne parle pas de la dépendance au pouvoir, par exemple. On ne parle pas de la dépendance à l'argent, à la surconsommation, au pétrole, au plastique, tout ça. La dépendance, c'est un grand thème en fait. C'est vraiment pas que les drogues. Alors, je vais finir ce plat du jour, hein, qui lui aussi est peut-être un petit peu lourd. Et je voudrais vous faire aussi un petit digestif. Interlude de jeune fille de bonne famille, bonne élève, bien sûr. Alors, cette fois, petite surprise, c'est du point de croix. Parce que quand j'étais adolescente, eh bien, ma marraine m'a appris à broder pour que je puisse broder mon trousseau de jeune fille plus tard pour me marier. Donc vous pouvez vous passer l'ouvrage. Je ne l'ai pas terminé, celui-là, un jour j'ai craqué, j'ai une prise de conscience. Donc voilà, c'est un ouvrage en cours. Donc comment on fait? Le point de croix, c'est vraiment le point basique de la broderie. Hein. Vous avez des modèles comme ça, alors ça ressemble à des petits pixels pour les de la salle. Donc il y a des codes couleurs et puis chaque petit point représente, enfin, chaque petite case représente un point. Donc c'est pareil, je vais vous laisser... Mesdames, je pense que vous connaissez, bien sûr. Je vous laisse initier les hommes de la salle à côté de vous. Donc, comment on fait? On a déjà un petit cadre comme ça. Hein, donc on va bloquer la toile dans le cadre. Alors là, j'ai pris que des petits... Excusez-moi, je vais quand même montrer. Voilà. Donc on bloque sa toile dans le cadre. Je vais l'arriver. Il y a un micro qui... Oui, j'en ai. Bref, vous coincez votre trame entre les deux. Je fais n'importe quoi là. Preuve que ça fait longtemps que j'en ai pas fait, ça me rassure en même temps. Voilà. Je l'ai pas assez ouvert. Bref, vous avez compris. Donc ça doit être bien tendu. Comme ça, on peut broder plus facilement. Et alors, attention, démonstration. Il n'y a que les messieurs qui ont le droit d'essayer. J'en ai 3. Donc j'ai besoin de 3 cobayes.
Je ne vous demanderai pas de vous lever, je ne vais pas être vache à ce point-là. Qui a envie d'apprendre à broder, messieurs? Non? Bon, allez, une fois quand même. C'est une occasion unique. Par ici. Par là? Vous pouvez vous faire aider. Là-bas? Voilà. Encore une discrimination. Tu n'avais pas le droit d'apprendre à broder. Alors attention, parce qu'il va falloir suivre quand même. Il y a quand même des principes, il y a un protocole. Mais ça y est, ça commence déjà, on ne suit pas les règles. Bon, alors le point de croix, c'est le point de base. C'est une activité qu'on apprend aux filles pour devenir patientes, être soigneuses. Donc messieurs, vous allez enfin apprendre à être patient, soigneux, attentionné, tout ça. Donc vous commencez, alors surtout vous ne faites pas de nœuds sur le fil. Pas de nœuds, ça commence déjà à partir en vrille là-bas. Pas de nœud parce que après le nœud derrière l'ouvrage c'est pas joli, ça fait quand on encadre ou voilà, fait un petit boudin, c'est vulgaire. Et alors vous allez commencer à faire un premier rang, mais il faut mettre toutes les diagonales d'abord dans le même sens. Par exemple vous partez d'en bas, vous faites une diagonale, puis vous partez d'en bas. Et ensuite, vous revenez à l'envers. Comme ça, les croix, elles sont toutes couchées dans le même sens. On ne fait pas un truc comme ça, un truc comme ça. Ça fait toujours les fils dans le même sens. Je ne sais pas si c'est bien clair. Voilà, donc ça, c'est le principe. Et une fois que vous avez fini avec votre couleur, alors là, je vous ai mis que du vert. Une fois que vous avez fini avec cette couleur-là, surtout, vous ne faites pas de nœud. Vous repassez l'aiguille délicatement à l'arrière de l'ouvrage, sous les fils. Et puis vous ne faites pas de nœud, vous coupez pour que ça ne fasse pas de petits boudins, parce que le petit boudin c'est vulgaire. Voilà. C'est bon? Bon, on en a perdu 3, mais on va continuer quand même. En général, ils se prennent bien au jeu, et puis à la fin je retrouve des trucs un peu tordus, mais on va les laisser faire. Donc, passons, comme le repas est quand même assez lourd, j'ai préféré vous laisser le choix entre fromage et dessert, on ne consomme pas tout. Et donc vous aurez le choix entre un plateau puant ou un chariot d'anti-douceur sociale. Donc on va se régaler. On peut pas prendre les... À force de boire, mon père n'a plus été en capacité de travailler. Il n'a plus été en capacité de travailler et il n'a plus été en capacité de payer son loyer. Il était resté à peu près 25 ans locataire d'une maison qu'il a payée pendant 25 ans. Et puis pendant 2 ans, il n'avait plus les moyens de payer son loyer. Donc il a été expulsé. Et alors, cette année-là, moi, j'arrivais plus. J'arrivais plus à m'occuper de lui. J'étais moi-même en dépression. J'avais des problèmes au travail aussi. Et j'étais plus capable de faire face à ce qui se passait. Donc le jour de l'expulsion, j'y suis pas allée. Et j'ai laissé un de mes cousins, une de mes tantes s'occuper de lui. Et il y a un voisin qui m'a rapporté que sur le trottoir, pendant qu'il y avait le camion de déménagement qui était en train d'embarquer ses meubles, voilà, de la maison qu'il avait payée pendant 25 ans, donc déjà remboursé pour faire un coup. Et bien voilà, mon père ne savait pas quoi faire, était sur le trottoir, l'huissier était là, un des voisins était là, et le voisin m'a dit que l'huissier s'était confié à lui, et lui avait dit, quand même, quand je pense que sa femme et ses enfants ne sont même pas là avec lui pour s'occuper de lui, c'est triste quand même, pauvre homme. Mais attends, t'étais là toi, mais t'étais là toi vraiment tous ces soirs où mon père buvait trop, tous ces soirs qui nous a pourris. Et est-ce que tu étais là aussi, toutes ces fêtes de famille où ça s'est mal fini parce qu'il avait trop bu? Est-ce que tu étais là aussi quand il conduisait bourré au volant et qu'on avait peur pour nos vies et pour celles des gens en face, dans les voitures à côté?
Est-ce que t'étais là aussi quand il me mettait la main au cul parce qu'il avait trop bu? T'étais pas là, toi! Alors tu fermes ta gueule! Le système, en fait, s'occupe pas des personnes, s'occupe pas des personnes dépendantes, s'occupe pas des proches. L'État arrive, se manifeste quand les dettes arrivent. On ne vous envoie jamais un psy à la porte. Par contre, on vous envoie l'huissier. Et il a fallu quand même agir à un moment donné. Donc je suis allée chercher de l'aide pour avoir un recours, vraiment, faire jouer les droits de mon père. Parce qu'il y a des droits, on a des droits sociaux encore. Donc comme mon père n'était plus en capacité de réagir, je suis allée m'adresser à des assistantes sociales. Je dis des assistantes sociales parce que j'ai dû en avoir 3 ou 4 au téléphone, parce que ces personnes, souvent des femmes, elles vivent vraiment un métier très difficile, souvent elles craquent. Et du coup, j'en ai eu plusieurs comme ça qui sont occupées du dossier. Néanmoins, elles ont aidé énormément. Elles ont permis de débloquer des aides, notamment des aides pour avoir des assistantes à domicile, des aides à domicile. Et ces aides à domicile, souvent des femmes aussi précaires, eh bien, elles ont vraiment pu me soulager parce qu'elles sont allées faire les courses pour mon père et notamment lui acheter de l'alcool. Et oui, parce qu'il fallait que je lui achète de l'alcool pour pas qu'il fasse de délirium, etc. Enfin, vous vous souvenez. Les aides à domicile, c'était aussi mes sauveuses. Et puis, il y a eu les infirmières aussi. Les infirmières qui ont bien voulu s'occuper de lui, prendre soin de lui pour pas qu'il se laisse aller. Et enfin, une tutrice, voilà, encore une dame. Donc on a fini par décider de mettre mon père sous tutelle parce qu'effectivement, c'était plus tenable. Et alors la mise sous tutelle, ça a pris 1 an pour un adulte qui a été déclaré en situation d'urgence. 1 an pendant lequel eh bien, les dettes se sont encore cumulées. Sauf que c'est compliqué de mettre quelqu'un sous tutelle, surtout quand la personne ne veut pas aller chez le psychiatre se faire examiner. Sauf qu'un jour, j'ai quand même réussi à emmener mon papa chez le psy, et donc on était convoqués. Et donc je l'ai emmené, c'était un grand hôpital. Le psychiatre ne savait pas trop pourquoi on venait, en fait. Il a eu simplement une demande de rendez-vous, de l'examiner. Et donc on est venu dans son bureau, et on s'est assis tous les deux. Mon père a commencé à dire qu'il n'y avait aucun problème, il allait très très bien, et puis moi, il a fallu que je raconte devant mon père toute l'histoire de sa dégringolade. Et au bout d'un moment, le psychiatre a eu quand même une étincelle d'humanité, je crois, et a trouvé effectivement qu'il y avait un malaise dans la salle, que je ne pouvais pas continuer comme ça à parler de mon père devant lui. Donc il m'a fait sortir, il nous a vus séparément. Et quand on est reparti, j'ai emmené mon père en fait dans un grand couloir. J'avais le psychiatre encore derrière moi qui continuait à me parler et qui me parlait de mon père à la 3e personne comme si c'était un enfant. Et il me disait, effectivement, votre père, il marche vraiment comme un alcoolique. Il a la démarche typique des alcooliques qu'on appelle une démarche STEP, si je me souviens bien. Mon père s'est accroché à mon bras. Dans la troupe, y a pas de jambes de bois. Y a des nouilles, mais ça ne se voit pas. La meilleure façon de marcher, c'est encore la nôtre. C'est de mettre un pied devant l'autre et de recommencer. Mon papa, il a été chef scout quand il était jeune. Et donc il a traversé le Maroc, notamment, avec des jeunes. Voilà, le système, je vous disais, il est compliqué, il est morcelé en fait. Et c'est aux proches souvent de faire le lien, c'est aux proches de récupérer ce que les experts n'arrivent pas à faire, c'est-à-dire se parler entre eux et arriver à faire valoir les droits. Je parle vraiment de droits. Mon père a cotisé pendant des années par son travail, sauf que quand on n'est pas en capacité de faire reconnaître ses droits, on ne peut pas en profiter. Donc, bon, je vous ai dit la mise sous tutelle, tout ça, mais voilà, à force, je me suis quand même questionnée sur ce qu'on pouvait faire au niveau des causes, parce qu'on soigne beaucoup les conséquences, finalement.
Alors oui, je ne vous ai pas dit, mais je ne me suis pas adressée forcément tout de suite aux bonnes personnes aussi pour me faire accompagner. Il y a par exemple une association qui s'appelle l'ANPA, l'Association nationale de prévention en addictologie et alcoologie. C'est un réseau national et là on peut aller trouver des psychologues, des addictologues qui accompagnent à la fois les personnes dépendantes et leurs familles. Il y a aussi des pistes médicales comme le baclofène qui est un médicament qui est utilisé aujourd'hui pour apaiser la soif. Donc cette envie répressive de boire, ça marche à peu près pour 3 personnes sur 4. Mais c'est une piste aussi et ça, moi, on n'a pas pu en profiter, donc je le dis, ça peut servir. En tout cas, après ça, moi je me suis dit quand même qu'il y avait un problème, c'est qu'on ne fait que soigner la cause. On a attendu que la situation se dégrade complètement. Mais qu'est-ce que c'est la cause? Pourquoi effectivement, à un moment donné, on arrive dans ce parcours-là? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a les explications biologiques, voilà, avec John, le neurone, tout ça, mais au niveau mental, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, en fait, je suis allée lire un bouquin, je l'ai oublié, c'est dommage, mais j'ai lu un bouquin d'une neuropsychiatre qui est aussi sexologue américaine, qui s'appelle Emily Nagoski. Et alors, au départ, c'est un bouquin sur la sexualité féminine. Sauf que j'ai trouvé dedans toute une richesse sur la mécanique, on va dire, du stress. Le stress, c'est un truc on n'arrête pas d'en parler, en fait, en entreprise. Je vais vraiment le coincer une bonne fois pour tout. Voilà. On parle beaucoup de la gestion du stress. On dit en entreprise aux gens de se prendre en charge, on va les envoyer en stage, voilà, pour gérer leur stress. Mais c'est quoi le stress, en fait? C'est une réaction au danger. C'est une réaction qui est naturelle. On parle de stress, mais on ne parle jamais du danger. En fait, on est des animaux encore. On n'a pas changé depuis des milliers d'années. Et notre corps, au niveau nerveux, il continue à fonctionner de la même manière. Quand il y a un danger qui arrive, eh bien, il se passe la même chose au niveau biologique. Et là aussi, je vous ai ramené un truc de médiatrice. Enfin, plus ou moins parce que c'est pas trop ce qu'on fait à l'université. Voilà un danger. En tout cas, les dangers qu'on ressent aujourd'hui, ils sont ressentis de la même manière qu'un prédateur de cet ordre-là. Alors bon, celui-là est plutôt mignon, mais évidemment, vous l'imaginez dans la savane. Et alors, voilà une victime. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand la proie potentielle voit le danger, il va y avoir tout un tas de réactions au niveau biologique. Il va y avoir déjà une montée d'adrénaline. On en a parlé tout à l'heure de l'adrénaline. C'est donc l'hormone qui permet de faire face au risque. Montée d'adrénaline, mais aussi une montée de cortisol, encore une autre hormone. Tout ça, ça va provoquer eh bien, déjà que l'énergie va se concentrer dans les muscles, le système digestif va s'arrêter. Alors, il faut que je vous dise un truc quand même. C'est un peu gênant, mais à ce moment-là, Barbie a très envie de faire caca. Bah, me dites pas que ça vous est pas arrivé. Enfin, quand on passe un examen, tout ça, quand on doit faire un entretien d'embauche, ça va pas trop là-dedans, hein, ça brasse quand même. Généralement, ça passe pas bien. Et ben, en fait, c'est telle la gazelle, Barbie a besoin de se délester pour pouvoir bondir. Hein, le mécanisme est bien fichu, il garde toute l'énergie pour les muscles et plus pour la digestion. Donc il se passe ça, les pupilles aussi vont se dilater pour pouvoir vraiment bien le voir et réagir. Et puis le cœur va s'accélérer, enfin voilà, plein de choses comme ça. Effectivement, quand on est stressé, on ne se sent pas très bien. Bah, c'est tous ces niveaux-là qui se mettent au maximum pour réagir. Et alors là, il se passe plusieurs possibilités. Barbie, face au danger, va pouvoir d'abord réagir en fuyant. Alors, on va l'illustrer, messieurs, j'ai besoin d'un beau cri de lion, un rugissement. Non, parce que c'est viril. Encore une fois, alors, on va le faire, enfin, mesdames, on va les laisser faire. Hein. Tous ensemble, messieurs, un rugissement, vas-y. C'est dimanche après-midi, hein. Ça sent, c'est mou, il y a eu de la bière avant, c'est pas grave. Je vous pardonne. Bon voilà, donc du coup, Barbie a très peur, enfin elle est censée. Et alors là, une des premières réactions face au danger logique, c'est qu'elle va fuir.
Donc elle va partir comme ça sur ses grandes jambes. Enfin, elle va enlever ses talons hauts qui ne sont absolument pas faits pour être à l'aise et réagir dans la vraie vie. Et donc elle va fuir. Donc, soit ça se finit vraiment mal parce qu'elle se fait rattraper et évidemment là c'est la mort, hein, assurée. Mais si elle arrive à fuir, eh bien il va se passer que son cycle de stress va pouvoir se terminer. Ces niveaux biologiques dont je vous parlais, ils vont revenir à la normale. Donc la pupille va redevenir normale, le système digestif va se remettre en route, et elle va certainement pleurer, hein, pour revenir aussi au niveau nerveux à une norme. En fait, Barbie va être soulagée. Elle va pouvoir rentrer chez elle, retrouver Ken, les enfants, se mettre du vernis à ongles. Peut-être faire du yoga aussi. Bon, ça c'est une possibilité de réaction au stress, hein. Et puis il y en a une deuxième, alors c'est ce qu'on appelle donc la contre-attaque. Oh pardon. C'était pas prévu ça. Alors j'ai besoin d'un autre beau rugissement, hein. Cette fois un vrai, hein, parce que... Vas-y. C'est beaucoup mieux. Donc là, Barbie avait prévu dans son sac à main un gros nerf, hein, voilà. Et donc, voilà. Et là, il se passe qu'effectivement, elle ne s'est pas fait bouffer, le danger disparaît, et Barbie peut aussi, comme pour la fuite, terminer son cycle du stress. Elle est soulagée, tous ses niveaux biologiques redeviennent normaux. Elle retrouve Ken, la sécurité de son foyer, les enfants, le dernier roux, tout ça. Voilà, ça va bien. Bon, bah, c'est quoi le problème finalement? Le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est pas un lion au danger. Dans la vraie vie, le lion, plutôt, il porte une cravate. Dans la vraie vie, aujourd'hui, moderne, hein, on n'a pas le droit de se barrer en courant d'une réunion de travail. Enfin, moi, je l'ai essayé une fois, mais je ne sais pas bien passé. Et puis pareil, généralement, si vous sautez au col de votre patron, ça... Enfin, je sais pas, les histoires de chemises déchirées, en général, ça finit pas bien. Donc nos codes sociaux, nos codes culturels aujourd'hui, nous empêchent de réagir face au danger. Donc il faut trouver un moyen autre pour finir le cycle du stress. Et là, c'est le drame. Barbie picole. Barbie a d'autres possibilités, hein, pour finir le cycle du stress. Elle peut prendre des médicaments, antidépresseurs, peut faire du yoga aussi, hein, voilà. Mais comme la culture de l'alcool est très prégnante dans notre société, bah, elle a vite fait d'aller boire un coup avec les copines, etc. Donc effectivement, ça c'est un formidable anxiolytique, sauf que l'usage doux devient un usage dur, et c'est là que commence le parcours de la dépendance. Mais pourquoi elle ne réagit pas? Enfin, je veux dire, pourquoi elle reste dans la tétanie? Parce que ça, c'est la troisième option, en fait, face au danger. C'est ce qu'elle fait. Elle reste dans la tétanie, cette personne-là, et elle ne réagit pas. Elle ne réagit pas par rapport à la situation de danger qui va être, par exemple, effectivement, un mal-être au travail. Et bien, pourquoi on ne réagit pas? Parce qu'en fait, on a peur. On a peur de perdre son emploi. On a peur de perdre sa famille. On a peur de l'exclusion sociale. Ça, c'est essentiel. C'est essentiel parce que, là aussi, j'ai appris, grâce à ces deux personnes, Richard Wilkinson et Kate Pickett, super nom, quoi. Donc deux épidémiologistes britanniques, j'ai appris que, contrairement à ce qu'on nous raconte aussi, la pyramide des besoins, vous savez, de Maslow, on nous dit, une fois qu'on a mangé, dormi, bu de l'eau, ça va bien. C'est faux en fait. L'estime de soi et la reconnaissance sociale, c'est essentiel pour la santé mentale des êtres humains. Et à partir du moment où on rentre dans un parcours d'exclusion sociale, eh bien, cette estime de soi, elle se détruit. Et donc c'est important parce que ce qu'il nous raconte finalement, c'est que pour faire face au danger, ce qu'il faut, c'est la solidarité, c'est avoir une ressource collective avec soi. Donc face à un problème, un mal-être au travail, c'est le collectif qui va pouvoir
être soudé autour d'un individu et lui éviter cette exclusion sociale et lui éviter le parcours de dépendance derrière. Ces deux personnes aussi nous racontent que, à partir d'un certain niveau de richesse dans un pays, comme la France, c'est plus la croissance qui va compter pour améliorer le quotidien des personnes, ça va être la répartition des richesses. Et ça, c'est prouvé mais scientifiquement, avec des statistiques. Ils sont allés recouper en fait tout un tas d'études en économie, en sociaux, en psycho, et comparer plusieurs pays. Et ils nous montrent de manière chiffrée qu'effectivement, quand les pays répartissent, alors je vous parle de pays qui ont suffisamment de richesses, quand ces pays-là répartissent les richesses, eh bien on a moins de problèmes globalement. On va avoir moins de problèmes de santé, notamment d'alcoolisme. On va avoir une meilleure longévité de vie. On va avoir moins de délinquance, etc., etc. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'effectivement, le parcours de l'alcoolodépendance, c'est bien un problème de mise en compétition des individus. Un manque de solidarité. Et quand on pense comme ça, d'un coup on sort de l'idée que c'est la responsabilité de l'individu de se prendre en charge et de savoir boire. Quand on pense comme ça, effectivement, on prend du recul sur la situation et on se rend compte que le problème, c'est pas l'alcool, le problème, c'est bien l'inégalité sociale. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait un bien fou, parce que je me suis dit qu'effectivement, mon papa, avec ses histoires de management, qu'il fallait être compétitif dans sa vie, efficace, avec ses petits diagrammes-là, c'est de ça dont il souffrait aussi. Peut-être pas que, effectivement. Comment il s'appelle ce bouquin? Ah oui, je vous pourrais vous montrer après. Alors c'est Pourquoi l'égalité est meilleure pour tous. Il y a une autre, un bouquin qu'a fait aussi Richard Wilkinson qui est plus court. Et puis vous avez, faites bien me demander, cette édition de Fakir qui est une interview par François Ruffin de Richard Wilkinson. Donc là c'est 60 pages, c'est beaucoup plus vite lu, mais il y a moins de données évidemment dedans. Voilà. Je les laisserai à disposition pour la fin. Alors, parfois on m'a demandé mais comment t'as fait pour t'occuper comme ça de ton père? Enfin, pourquoi tu t'es occupé de lui? C'est vrai, ce salaud, quoi, après tout ce qu'il t'a fait. Ouais. Bon, je me suis occupée de lui peut-être parce que j'étais une bonne fille, bonne élève, certes. Je me suis occupée de lui aussi parce que je l'aimais. Je me suis occupée de lui aussi parce que je voulais qu'il reste digne. Parce que quand je le voyais, je me voyais aussi nous tous, avec nos fragilités, nos risques d'exclusion sociale. Parce que la plupart d'entre nous, on n'est pas des vieux mâles dominants, plus de 50 ans, très riches, qui avons le pouvoir. Non, on est plutôt dans les personnes qui risquent ce parcours d'exclusion. Et en même temps, quand je dis ça, même les riches, en fait, ont intérêt à l'égalité, puisque la compétitivité aussi, la compétition humaine, ça leur nuit. Dans ces statistiques, c'est aussi valable pour les riches. Donc je m'occupais de lui pour tout ça, et je suis assez fière, en fait, qu'il n'ait pas terminé SDF. Je suis assez fière qu'il ait pu être digne jusqu'au bout de sa vie. Et puis, je suis fière d'une chose, c'est qu'il m'a appris ce que c'était que la normalité. Il y a Gilles Deleuze, qui était un philosophe, qui a été aussi alcoolique, qui a dit « Si tu ne saisis pas le petit grain de folie chez quelqu'un, tu ne peux pas l'aimer. On est tous un peu déments. Le point de démence chez quelqu'un, c'est la source de son charme. » Un jour, mon père, quand je suis allée le voir, il a mis la musique très fort, et puis il m'a dit que dans sa vie, il avait été chef d'orchestre. Il m'a fait tout un concert comme ça. Et moi, je trouve ça génial d'avoir un papa chef d'orchestre. C'était mes histoires de Jeanne au lapin, à l'âge adulte. Et puis aussi, il m'a dit qu'il avait été fier de mettre en place les 35 heures quand il était consultant en ressources humaines, pour que les gens puissent avoir plus de temps libre pour leurs loisirs, pour leur famille. Et puis, il m'a dit aussi qu'il voulait qu'on lui foute la paix. Parce qu'après les 35 heures, il a dû aider des entreprises à licencier, à faire des plans de licenciement.
Et il voulait qu'on lui foute la paix après ça. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. On va prendre un petit digestif pour la route. Quand on écrit une conférence gesticulée, on apprend à faire un atterrissage politique. L'idée, en fait, c'est de vous laisser partir aussi avec des pistes de solutions concrètes, qu'on puisse agir, en fait, collectivement. Et j'en ai quelques-unes, plus ou moins faisables tout de suite. Déjà, une chose, c'est au niveau là des individus que nous sommes, c'est pouvoir se parler d'alcool. Pouvoir se parler de cette culture de l'alcool et sans hypocrisie. De nos usages doux, nos usages durs, de sortir de cette moralisation aussi, pour se parler vraiment. Et puis, quand on est face aussi à ce problème de l'alcoolodépendance, eh bien, c'est d'aller chercher les personnes aussi qui peuvent nous accompagner, essayer de les faire dialoguer ensemble, essayer de faire en sorte que les acteurs du juridique, du social, de la santé, puissent communiquer et mieux travailler ensemble. C'est un vrai chantier, il y a du boulot. À une échelle peut-être aussi, je vous disais tout à l'heure, plus quotidienne, bien, c'est de reconquérir ces lieux de bistrot comme des lieux de sociabilité, des lieux d'action, des lieux d'éducation populaire. Et donc, peut-être aussi de demander, de militer pour qu'on ait une éducation populaire autour de ces questions de drogue, d'alcool et d'égalité sociale, évidemment. Et avec ça, je crois aussi défendre une recherche indépendante pour qu'on ait des études comme David Nutt, qu'on puisse avoir des vraies données, comme Richard Wilkinson et Kate Pickett, des vraies données qui nous permettent d'objectiver toutes ces représentations qu'on a autour de l'alcool. Aujourd'hui, la recherche est aussi quelque chose qui se fait attaquer par les lobbies, par l'industrie, par le néolibéralisme en fait. Donc il y a besoin de défendre aussi ce secteur-là, et pour avoir un vrai débat public en fait autour de l'alcool. Et puis enfin, un grand vœu, eh bien, c'est de défendre nos systèmes de solidarité, de se défendre contre ce système qui broie les individus, qui nous met toujours dans des cases de travailleurs, de consommateurs, et rarement d'humains. Défendre nos systèmes de solidarité, d'interdépendance, qu'on ne soit pas corvéable à merci pour ne pas tomber dans ce parcours d'alcoolodépendance. Il y a du boulot. Alors, c'est une blonde? Non, c'est pas une blonde en fait. C'est pas une blonde, c'est deux députés au bistrot de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un bistrot à l'Assemblée nationale, avec une super cave de vin hyper luxe, payée par nos impôts. Non, c'est vrai. Et alors, donc, il y a deux députés en fait qui sont au bistrot comme ça et qui discutent. Et il y en a un qui dit à l'autre, écoute, j'ai lu un article l'autre jour sur les dégâts de l'alcool et de l'alcoolisme. Bah, ça fait peur, hein? Ah bon, mais tu fais quoi? T'arrêtes de boire? Bah non, j'arrête de lire.